Les stocks sont une des trois catégories présentes à l'actif qui ont une existence physique. Les trois, ce sont les immobilisations corporelles, les stocks et la caisse. Tout le reste, ce sont des créances. Existence physique, cela implique un contrôle physique, et ce contrôle ne peut se faire qu'à la date d'arrêté des comptes ou à une date très proche. Alors que les immobilisations corporelles sont des biens destinés à être utilisés par l'entreprise pour elle-même, c'est-à-dire pour son exploitation, les stocks sont des biens destinés à être soit transformés, ce sont les matières premières ou les matières consommables, en bleu à l'écran, soit vendus en l'état, tels qu'ils ont été achetés, les marchandises, soit après transformation, les produits finis ou les encours, produits en cours, travaux ou prestations en cours. Les travaux ou prestations en cours ne sont pas nécessairement représentés par un bien, mais ils sont également destinés à être vendus. La grosse différence par rapport aux produits en cours, c'est qu'ils ont déjà fait l'objet d'une commande par un client pour les besoins spécifiques de ce client. Ils sont donc en quelque sorte prévendus. Et vous ne trouverez pas de stock de travaux finis ou de prestations finies, parce que lorsqu'ils sont finis, ils sont immédiatement facturables, donc ils passent à la rubrique client, avec la TVA naturellement. On trouve donc des stocks achetés, les matières premières, les comptes 31, et les marchandises, les comptes 37. Les premières destinées à être transformées en produits finis, les secondes à être revendues en l'état, comme on vient de le dire. Et des stocks fabriqués, produits en cours de fabrication, à la date d'arrêter les comptes, le compte 331, des produits finis, compte 35, prestations en cours et travaux en cours. Les produits en cours étant évidemment de futurs produits finis. L'objectif de l'inventaire est de corriger le patrimoine et le résultat en annulant dans les charges celles qui correspondent à des biens, services ou travaux non encore utilisés ou non encore vendus par l'entreprise. C'est en quelque sorte une correction d'erreur, mais l'erreur a été volontaire puisque, sauf exception, la comptabilité n'enregistre pas les mouvements de stock. Dans toute ma carrière, je n'ai d'ailleurs rencontré qu'une seule entreprise qui suivait ses stocks en comptabilité. C'était une petite entreprise qui revendait des avions Cessna. Vous imaginez bien qu'elle n'en vendait pas un très grand nombre chaque année. C'était facile à suivre en comptabilité. Mais attention, tous les stocks ne se comptabilisent pas en stock. On ne porte en stock que des matières premières, des marchandises ou des productions. Mais dans une entreprise, on peut stocker autre chose, telles que des fournitures de bureau ou des produits consommables. Par exemple, dans une entreprise de transport qui dispose d'un stock de carburant, le carburant n'est pas une matière première, parce qu'une matière première est destinée à être transformée et que le carburant ne le sera pas. Ni une marchandise, parce qu'une marchandise est destinée à être revendue en l'état et que le carburant ne le sera pas. Le carburant est un produit consommable dont l'achat est comptabilisé dans un compte 606 et il ne rentre pas dans la composition d'un produit fini. L'intitulé du compte 606, c'est « Achat non stocké ». Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de stock de carburant, mais ça veut dire que ce stock ne fait pas partie de la rubrique comptable stock. Ce stock ne sera donc pas comptabilisé à une rubrique de stock. Mais il correspond tout de même à des achats qui n'ont pas été consommés à la fin de l'exercice. Donc ce ne sont pas des charges de l'exercice, ce sont des charges qui doivent être imputées à un exercice suivant. Ce stock sera donc comptabilisé dans un compte charges constatées d'avance, le compte 486, et la contrepartie au compte de résultat sera passée directement au compte de charges, comme nous l'avons vu dans la deuxième partie de ce module, et non à un compte de variation de stock, comme nous allons le voir pour les stocks. Alors, avant de véritablement rentrer dans le sujet technique, je
voudrais attirer votre attention sur un point, c'est que les stocks sont un poste à risque. Et le risque, il est un risque de tricherie, disons-le. C'est un danger évidemment pour ceux qui, peut-être comme vous, participent à l'arrêté des comptes annuels ou utilisent les comptes annuels pour s'informer sur la santé de la société. Les stocks sont un risque pour la sincérité des comptes annuels dans certaines entreprises, en tout cas évidemment celles qui ont un stock. Alors je ne parle évidemment aussi que d'entreprises pour lesquelles les stocks représentent une certaine valeur. Des entreprises qui n'ont pas d'inventaire permanent, c'est-à-dire d'inventaire informatique, et qui n'ont pas de commissaire aux comptes, ou disons-le, pas de commissaire aux comptes efficace. On parle d'inventaire permanent lorsque l'entreprise suit chaque mouvement de stock, entrée et sortie, et calcule en temps réel la quantité en stock pour chaque article. Ça peut se faire sur des petites fiches, mais aujourd'hui, l'inventaire permanent utilise presque toujours un logiciel informatique. Lorsque l'entreprise est une entreprise de vente au détail, ce logiciel est interfacé avec le logiciel de caisse, logiciel d'enregistrement des ventes en boutique. On ne peut pas forcément tout suivre en inventaire permanent. On peut choisir de ne pas suivre les articles de faible valeur unitaire parce que ça coûterait plus cher de les suivre que de les perdre. Ce n'est que du bon sens. Souvent, on trouve dans des entreprises de production des stocks de consommables en libre service, c'est-à-dire dont on ne compte pas les sorties. Chacun peut venir puiser dans ces stocks sans contrôle. Un chef d'entreprise connaît un dilemme. Lorsqu'il fait trop de bénéfices, l'impôt sur les bénéfices peut devenir une ponction lourde sur sa trésorerie. Et même si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire s'il a les moyens de payer, on n'aime jamais payer des impôts, surtout en augmentation. Dans le cas inverse, c'est-à-dire s'il fait des pertes ou de faibles bénéfices, ce n'est plus le fisc son problème, c'est le banquier, pour l'obtention des crédits bien sûr. Donc s'il trouve une solution pour diminuer ses bénéfices lorsqu'il en a trop, ou les augmenter lorsqu'il en manque, il va peut-être adopter la solution en dépit des risques qu'il encourt. Mais les risques, il faut s'en souvenir, le chef d'entreprise passe son temps à encourir et par conséquent, il est habitué à jouer. Sur quelle variable d'ajustement peut-il jouer? Eh bien, sur les stocks, bien sûr. Pourquoi? Surtout s'ils ne sont pas suivis informatiquement. Qui fournit le chiffre des stocks dans une PME? C'est le chef d'entreprise ou son encadrement. Le comptable ne connaît pas les stocks. Pour contrôler l'existence des stocks physiques, il faut être présent le dernier jour de l'exercice ou très proche de l'exercice. Par conséquent, le chef d'entreprise peut croire qu'il peut impunément manipuler le chiffre des stocks puisque quelque temps après la date de clôture, on ne peut plus le contrôler. Il peut donc le diminuer lorsqu'il y a trop de bénéfices et l'augmenter lorsqu'il n'y en a pas assez. Ce que je vous dis là, ce n'est pas de la théorie, c'est le fruit d'une expérience. 40 ans d'expérience. Bien sûr, c'est une pratique qui peut être lourdement sanctionnée pénalement, c'est le délit de présentation de bilan inexact. Pour le chef d'entreprise, et aussi, et ils ne sont pas toujours conscients du risque qu'ils prennent, ceux qui établissent les comptes, les comptables, lorsqu'ils sont au courant, ou qu'ils devraient l'être parce que ça se voit. Pour le commissaire aux comptes, c'est pire. Il a l'obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a connaissance, et la non-révélation est un délit spécifique du commissaire aux comptes. Il faudra qu'il prouve qu'il n'a pas pu en avoir connaissance, tout en prouvant qu'il a bien fait ses diligences pour contrôler les stocks et les marges. Et comment cela peut-il se voir sans contrôler les stocks, qu'il y a eu manipulation, qu'il y a eu tricherie? Eh bien par le taux de marge commerciale pour une entreprise commerciale. Si par exemple vous savez que l'entreprise a un taux de marge de 50%, c'est-à-dire qu'elle détermine son prix de vente en doublant son prix d'achat, et que vous constatez d'après les chiffres du compte de résultat que le taux moyen est plutôt de 40%,
ou au contraire de 60%, il y a probablement peu de doute, le chiffre du stock a été faussé. 3 exemples pour illustrer le propos. Premier exemple, on cache des pertes. On voit ici des résultats réels de moins 55 000 la première année et moins 48 000 la deuxième année. Pour cacher cela, on a majoré le stock de 60 000 la première année et 50 000 la deuxième. Ce qui fait qu'au global, sur les 2 années, on a déjà augmenté le stock de 110 000. Je me suis arrêté la deuxième année, mais vous voyez bien que c'est la fuite en avant si la troisième année est encore déficitaire, etc., etc. Si les pertes sont ponctuelles, il faudra tout de même remonter la pente, c'est-à-dire compenser par des bénéfices de même montant pour que la tricherie disparaisse. Mais si elles sont durables, comme ici, c'est la fuite en avant. On est condamné à tricher un peu plus chaque année. C'est le cas le plus grave, parce que ça se termine souvent par un dépôt de bilan et la découverte de la supercherie. Et à l'occasion d'un dépôt de bilan, l'entreprise est regardée à la loupe et bien sûr, le chef d'entreprise est en première ligne pour une condamnation pénale. Alors le commissaire aux comptes aussi, s'il y en a un, mais également l'expert comptable ou le comptable qui a établi les comptes, si c'était suffisamment évident pour qu'il ne puisse pas nier être au courant ou incompétent. Pour celui-là, ce sera la complicité. Et je peux vous dire que j'ai vu des comptables salariés partir avec le chef d'entreprise les menottes au poignet. En tant qu'expert comptable, j'ai dû démissionner plus d'une fois pour ne pas être pris dans la fuite en avant, et il ne faut pas attendre plusieurs années pour le faire. Deuxième cas, on cache les bénéfices. Ici, on voit des résultats de 70 000 positifs la première année, 85 000 la deuxième, et le chef d'entreprise a trouvé que c'était trop. Il a minoré le stock de 30 000 la première année et de 50 000 la deuxième. Ça peut paraître moins grave, parce que la pérennité financière de l'entreprise n'est pas en cause, et parce que, entre nous, il est plus rare que le fisc fasse un procès au pénal pour une sous-évaluation du stock. Pour le fisc, il sait qu'à un moment donné, à un moment ou à un autre, le stock va ressortir. Ce n'est qu'un différé d'imposition. Ce n'est pas une dissimulation de chiffre d'affaires qui, là, évidemment, est le plus grave. Même le commissaire aux comptes est peut-être tenté de fermer les yeux. Mais on voit bien que là aussi, c'est une fuite en avant, même si on peut l'interrompre en faisant ressortir le résultat réel à un moment donné. Mais une année de vache maigre peut succéder à une année de vache grasse, et c'est mon troisième cas. Le troisième cas, dans la première année, on est dans le même cas que le cas numéro 2, c'est-à-dire un résultat positif de 70 000 euros, et on a corrigé le stock en le réduisant de 30 000 euros. Mais la deuxième année, les choses s'inversent. On fait des pertes. Elles sont occultées parce que tout simplement, le chef d'entreprise, pas fou, n'a pas réitéré sa correction négative de stock et de cette façon, le résultat s'est amélioré des 30 000 euros déduits la première année. Et on sort un résultat positif de 5 000 euros alors qu'il était négatif de 25 000 euros. Et ça, c'est le plus grave. C'est le plus grave parce que les tiers croient que l'entreprise fonctionne toujours bien alors qu'elle est peut-être sur la voie de la descente. On cache une situation qui peut être grave. Et c'est un piège pour ceux qui ont toléré, qui ont accepté la situation en première année. Parce que, bien entendu, aussi bien le commissaire aux comptes que le comptable qui a fermé les yeux sur la tricherie de la première année est piégé. Il ne peut pas, évidemment, l'avouer. Il ne peut donc pas dénoncer la situation de la deuxième année. Et ce résultat, évidemment, fausse le compte de résultat.
Mais revenons à la technique et regardons ce qu'il se passe dans le bilan et le compte de résultat lorsqu'on enregistre un stock. Où se fait cette correction? Ici, je parle des stocks de marchandises et de matières premières, donc des stocks achetés. Dans tous les cas, au bilan, la correction se fait sur la ligne stock. Et au compte de résultat, eh bien, il convient de distinguer les stocks achetés et les stocks produits. Ici, ce sont les stocks achetés, matières premières et marchandises. La correction se fera juste en dessous, au compte de résultat bien sûr, juste en dessous de chacune des lignes achat de matières premières ou achat de marchandises, sur des lignes intitulées variation de stock de matières premières et variation de stock de marchandises. Ainsi, à la fin du premier exercice de l'entreprise, c'est une première année d'exploitation, en supposant pour simplifier qu'on ait acheté juste 4 000 € de matières premières ou de marchandises et qu'on n'ait rien consommé du tout, en fin d'exercice, on se retrouve avec un stock de 4 000 € et une variation de stock de 4 000 € qui va venir en déduction au crédit, en déduction des achats. Donc le total des lignes achats et variation de stock sera nul. On aura complètement compensé l'achat par la présence des stocks, la présence de ces achats en stock. Les écritures, on va débiter le compte 31 matières premières ou le compte 37 marchandises des 4 000 € et créditer soit le 603.1 matières premières, variation de stock des matières premières de 4 000 € ou variation de stock des marchandises. Ça, c'était la première année d'exploitation. Deuxième année ou année future, bien sûr, là, on n'aura plus, comme on a eu la première année, identité entre le chiffre des stocks et le chiffre de la variation des stocks. Ça, on ne l'a qu'une seule fois. Ensuite, on a vraiment une variation des stocks. Dans l'exemple de la deuxième année, on va supposer qu'on n'a rien acheté, pour simplifier, et qu'on a un stock de 3 500 €. On avait 4 000, on a 3 500, ça veut dire qu'on a consommé 500. 3 500 à l'actif et 500 en variation de stock acheté au débit du stock de variation de stock acheté. Les écritures, alors on peut évidemment passer une écriture globale compensée pour la variation, mais ce n'est pas recommandé. On préfère généralement annuler le stock initial parce qu'on connaît bien son montant et pour comptabiliser ensuite le stock final dans une écriture différente. Donc le stock initial, eh bien, le compte 31 qui a été débité en fin d'exercice précédent est recrédité, c'est-à-dire remis à zéro. On débite le compte 603.1 des fameux 4 000 €. Donc bien sûr, variante au cas où ce sont des marchandises, le chiffre 7. Et au stock final, on va comptabiliser au débit le nouveau stock en compte 31 et la variation de stock de 3 500. Donc on voit bien qu'effectivement, au compte variation de stock, on va avoir 4 000 moins 3 500, d'où les 500 ici. Pour les stocks de produits finis, la correction se fait très logiquement en dessous de la ligne des ventes. On a vu que la variation des stocks achetés la correction variation des stocks achetés se fait sous les lignes d'achat pour qu'on ait tout de suite par addition la consommation. Eh bien, pour les produits, c'est la même chose, c'est le même principe. La variation des stocks de produits que l'on appelle produits stockés figure juste en dessous des lignes de chiffre d'affaires, donc de vente, de production vendue. Le chiffre d'affaires par opposition à production stockée s'appelle la production vendue.
Donc la production stockée, c'est la production non encore vendue, en tout cas non encore facturée au client. C'est la variation de stock de produits en cours et finis. Alors pour le phénomène, pour les chiffres, c'est le même principe que pour les stocks achetés. On veut éliminer des comptes de charges, les charges relatives à cette production non encore vendue, c'est-à-dire non encore incluses dans les ventes. Alors, si on suppose que cette production non vendue a été réalisée avec 2400 € de matières premières et 3800 € de charges de personnel, pour neutraliser ces charges, on comptabilisera 2004 plus 3008 égale 6002 au crédit du compte production stockée au compte de résultat et au débit du compte, enfin d'une des rubriques de stock à l'actif du bilan. Évidemment, comme il s'agit de la première année d'exploitation, comme tout à l'heure, on a le même montant de stock et de variation de stock. L'écriture est la même, sauf que les numéros de compte ne sont pas les mêmes. Le compte de stock en cours, c'est un compte 33. Il est débité donc des 6200. Et le crédit n'est pas passé à un 603, mais à un 713. 7 pour produit, 6 pour charge. Crédité donc de 6200 €. Alors, même chose si il s'agit de produits finis, mais les produits finis, vous voyez qu'ils sont caractérisés par un 5. On verra ça tout à l'heure. Ça, c'était la première année d'exploitation. Année suivante, on voit qu'effectivement, que la variation de stock de produits n'est plus égale au stock, phénomène qu'on ne retrouve que sur une première année d'exploitation. Donc si le stock final est évalué à 7100 €, on aura bien ces 7100 € au bilan, mais au compte de résultat, on aura 7100 moins 6200 égale 900 €. Les écritures, même principe, on annule le stock initial, donc on crédite le compte 33 ou 35 pour les 6200, on débite le compte 713 300 ou 713 500 des 6200. Et le stock final, en sens inverse, le 33 est débité, le 713 3 est crédité, mais des 7100. Donc à la finale, vous voyez bien que c'est bien 900 €, 7100 moins 6200, que nous avons au compte de résultat en variation des stocks. Puisqu'on a parlé des écritures comptables, autant attirer l'attention sur les numéros de compte mouvementés et sur la symétrie qui existe entre compte de stock, variation de stock et charges et produits correspondants. Les comptes de stock, comme vous savez, commencent par le chiffre 3, c'est la classe 3. Les comptes de variation de stock comportent donc les numéros 603, comme on vient de le voir, lorsqu'il s'agit de variation de stock acheté, et de 713 lorsqu'il s'agit de production stockée. Vous avez évidemment repéré le chiffre 3 dans 603 et 713, qui correspond au chiffre de la classe 3, premier repère, première symétrie. Le 1 après le 3 correspond aux matières premières, le 2 aux autres approvisionnements, le 3 aux encours de production, le 4 aux encours de services, le 5 aux produits finis et le 7 aux marchandises. Et on retrouve ces mêmes chiffres dans les comptes 603 et 713. 603 1, 603 2, 713 3, 713 4, 713 5 et 603 7. Et on les retrouve, pas tout à fait, mais presque, également dans les comptes d'achat et de vente 601, 602, 607 et 707. Par contre, pour les produits finis, on ne retrouve pas le 705, c'est le 701. Vous remarquerez, pour retenir facilement la numérotation, qu'elle suit l'évolution du bien depuis la matière jusqu'au consommateur final. La matière première, 1, autres approvisionnements, 2, les encours
de production 3, en cours de service 4, en cours de produit fini 5, et on passe au 7, on saute le 6 pour les marchandises. Alors, c'est vrai que je ne vais peut-être pas parler, mais enfin j'en ai parlé dans un précédent module, de ce que sont les autres approvisionnements par rapport aux matières premières. C'est très simple. Les matières premières, c'est ce qui se retrouve dans la composition du produit. Les autres approvisionnements, c'est ce qui est nécessaire à la fabrication du produit, mais qui ne rentre pas forcément dans la composition. Si on a besoin d'un comburant, de gasoil par exemple, ou d'huile, ou de choses pour faire fonctionner les machines, ce sont des autres approvisionnements. Les matières premières, c'est réellement ce qu'on peut trouver dans la notice du produit. Lorsqu'on parle de stock, on parle d'inventaire physique, c'était ma première remarque d'ailleurs au début de cette partie de module. C'est une obligation légale, puisque l'article 8 du Code du commerce énonce l'obligation d'inventaire. Ce n'est pas parce qu'on tient un inventaire permanent grâce à un logiciel qui prend en compte toutes les entrées, toutes les sorties et vous calcule les quantités en stock qu'on est dispensé de compter. Ceux d'entre vous qui ont consulté les stocks d'IKEA ou de Leroy Merlin sur leur site internet avant de se rendre dans ces magasins ont peut-être pu constater qu'il y a souvent des divergences importantes entre les stocks réels et ce que dit l'inventaire permanent. Quelquefois, on croit trouver dans son magasin l'article qu'on recherche parce qu'il figure dans le stock théorique, et lorsqu'on se retrouve dans le magasin, on ne le trouve pas. Ceci est dû à tout ce qui peut échapper à la saisie informatique. Pas seulement le vol, n'est-ce pas? Alors le vol, évidemment, les voleurs ne comptabilisent pas la variation de stock, mais également à toutes les autres origines qui peuvent intervenir, la casse et tout simplement des saisies qui ne se font pas pour X raisons. Alors vous allez me dire qu'en général, le comptage des stocks n'est pas le travail d'un comptable. Mais lorsque vous êtes responsable de l'arrêté des comptes annuels, vous avez forcément une responsabilité dans la variation des stocks. Dans les diligences de l'expert comptable, bien sûr, il n'y a pas le comptage des stocks, il y a toute une série de vérifications qui lui incombent. Et si vous êtes commissaire aux comptes et que vous devez certifier les comptes, s'il y a des stocks dans le patrimoine de l'entreprise, vous devez aussi certifier des stocks. Si je vous demande ce qu'évoque pour vous le 31 décembre, vous allez sûrement me parler des festivités du réveillon. Eh bien moi, le 31 décembre, me rappelle aussi mes premiers réveillons de jeunes débutants. Des réveillons passés à contrôler des stocks tard dans la nuit. C'était les petits nouveaux, bien sûr, qu'on envoyait passer leurs réveillons dans les entrepôts des clients. Et c'est là qu'on a la meilleure expérience des grosses erreurs à ne pas connaître. D'où une liste, sans doute non exhaustive, de quelques règles d'or en la matière. La toute première règle, c'est d'ailleurs celle que j'ai expérimentée en premier, les stocks doivent être rangés correctement. Et si possible, regroupés par référence. Mon tout premier contrôle d'inventaire, c'était des serres pour horticulteurs. Alors bien sûr, ces serres étaient en pièces détachées, et toutes ces pièces détachées, qu'est-ce qu'elles se ressemblaient? Je m'étais contenté de refaire des comptages derrière l'équipe d'inventaire sans me soucier d'autre chose. Et je trouvais des chiffres différents des leurs. Et à chaque fois que je recomptais, je trouvais encore des chiffres différents. Rien n'était rangé, la même référence se trouvait sur plusieurs étagères, les articles se ressemblaient, il était matériellement impossible de ne pas se tromper. On a arrêté l'inventaire, on a fait du rangement dans les stocks pendant 2 jours et on a refait l'inventaire le 3 ou 4 janvier. Alors certains métiers présentent des difficultés
très particulières. Par exemple, dans un silo à grains, on mesure la hauteur dans la citerne, mais la surface n'est jamais plane. Elle forme un cône dont la pointe est tournée vers le bas, où se trouve la vanne. Par ailleurs, on n'est pas sûr de la qualité du grain qu'on ne voit pas. Et c'est le piège, c'est-à-dire tout ce qui se trouve en dessous. Le volume peut comporter une certaine quantité de son, qui est l'enveloppe du grain, c'est-à-dire un déchet, qui est valorisable, mais certainement pas au prix du grain. Bon, ceci étant une petite anecdote, mais on se retrouve confronté à ce genre de problème. Et pour le grain, eh bien, il m'est arrivé de demander de vider une cuve aux grandes dames des dirigeants de l'entreprise qui m'ont agonie de sottise pour vérifier ce qu'il y avait réellement comme produit dans la cuve. Et je n'ai pas été déçu, effectivement, il y avait une quantité bien appréciable de déchets. Deuxième règle, s'assurer de l'homogénéité et de la maîtrise des unités de comptage. Ça, c'est une autre expérience. Un grossiste en ordinateur. Ils avaient compté des palettes d'ordinateurs et des ordinateurs isolés et additionné les deux. Ça vous fait rire, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Il est courant que des articles soient achetés, facturés par lot et revendus à l'unité. Donc je l'ai mis en deuxième règle, c'est pas pour rien. C'est vraiment un point récurrent. Moins évident, certains produits s'achètent au poids et se revendent à l'unité. Il est donc primordial de déterminer dans quelle unité l'inventaire sera tenu et comment convertir le poids en unité ou en autre élément. Dans le métier de négociant en produits pétroliers, il y a encore plus compliqué. On peut acheter à la tonne et on revend à l'hectolitre. On peut convertir, mais il y a un problème de conversion, car s'il est chaud, le produit prend plus de volume. Vous imaginez bien. À la sortie d'une raffinerie, le produit peut être chaud, donc plus volumineux. Les difficultés qu'on peut rencontrer sont innombrables. Ça donne un peu de piment, mais ça crée des difficultés quand même pour apprécier la réalité. Troisième règle, éviter les mouvements de stock pendant le comptage. Il est évident que si le stock bouge constamment, vous ne parviendrez jamais à le compter avec précision. Essayez de compter des petits oiseaux dans un arbre et vous aurez à peu près la même image. Dans des magasins qui comportent une réserve, avant le démarrage de l'inventaire, il faut essayer de saturer les rayons du magasin pour ne plus avoir besoin d'aller dans les réserves. On inventorie les réserves le jour, un stock qui ne bouge pas, et le magasin seulement après la fermeture, quand les clients ne viennent pas perturber le comptage et faire bouger le stock. Et il faut éviter, ça c'est le b.a.-ba aussi, les livraisons des fournisseurs pendant la période de comptage. Et si on ne peut pas les éviter, eh bien il ne faut ni les saisir dans l'inventaire permanent, ni les faire rentrer physiquement dans les lieux de stockage. Il faut les isoler dans un local indépendant. Et bien sûr, si ces livraisons ont été faites avant la date de clôture, il faudra les ajouter à l'inventaire à comptabiliser. Et dans le cas inverse, ne pas faire de correction. Quatrième règle, s'il y a un inventaire permanent, donc s'il y a un inventaire informatique, tous les mouvements de stock, bien sûr on va comparer l'inventaire informatique, les résultats, enfin les stocks informatiques avec les stocks réels. Mais pour que les stocks informatiques soient entre guillemets justes, il faut que tous les mouvements de stock aient été saisis avant la comparaison avec l'inventaire physique. C'est primordial, puisque lorsque vous allez constater un écart entre l'inventaire physique et l'inventaire informatique, vous allez donner raison évidemment à l'inventaire physique après un double comptage, c'est-à-dire que vous allez corriger l'inventaire informatique en fonction de ce que vous avez compté. Et si vous faites cette correction et qu'ensuite on saisit des entrées et des sorties de stock qui ont eu lieu avant le comptage, l'inventaire sera faux des montants de toutes ces entrées et sorties. Alors cette anomalie, je l'ai rencontrée de multiples fois, c'est un grand classique. S'assurer que
toutes les saisies ont bien été faites. Heureusement, aujourd'hui, la saisie est plus automatisée qu'autrefois. Autrefois, il fallait vraiment saisir à la main. Aujourd'hui, c'est souvent des saisies informatiques automatiques. Cinquième règle, les personnes qui vont faire l'inventaire ne sont pas forcément des magasiniers. D'ailleurs, il est souhaitable que ce soit des personnes indépendantes des magasiniers, puisque s'il y a eu des vols, ça on ne peut pas exclure l'hypothèse, dont les magasiniers sont les auteurs ou les complices, il y a tout lieu de penser qu'ils chercheront à les dissimuler en donnant des chiffres majorés. Donc, il faut que les personnes qui font l'inventaire soient des personnes indépendantes des magasiniers. Mais le problème, c'est qu'elles ne connaissent pas vraiment les produits. Donc, il faut leur donner une information la plus complète possible sur ces produits. Sur les références, sur les emballages, sur les unités. Et il faut s'assurer qu'ils savent ce qu'ils vont devoir faire. La bonne pratique consiste à rédiger une instruction d'inventaire écrite, une procédure d'inventaire que chacun doit connaître. C'est une mini-formation qui doit avoir lieu avant le commencement des opérations. Il ne faut pas laisser les gens partir à l'aventure. C'est l'assurance d'une cacophonie épouvantable. Sixième règle, celle du double comptage de tous les articles présentant un écart par rapport à l'inventaire permanent, c'est une évidence, et aussi du double comptage par épreuve, c'est-à-dire par sondage, pour tous les autres articles. Septième règle, mais comme je vous disais, il y en a peut-être d'autres, s'assurer que les stocks dont on n'est pas propriétaire ne seront pas comptés, ils seront comptés comme tels, c'est-à-dire ils ne seront pas comptés dans les stocks de l'entreprise. J'ai eu un client qui fournissait l'armée, mais enfin c'est une anecdote, il avait l'obligation d'avoir en stock un certain nombre de pièces, mais il pouvait les facturer dès qu'elles étaient dans ce stock. Heureusement, elles n'étaient par obligation contractuelle, isolées dans un local spécial fermé à clé, ce qui est assez logique compte tenu du secret dont sont entourés les armements. Mais de façon générale, on peut trouver en stock des articles qui ont été déjà facturés au client en accord avec lui, ou parce que le transporteur, tout simplement, a été en retard pour prendre la livraison. Il est absolument vital que les articles facturés soient isolés dans un emplacement séparé, bien délimité. Enfin, si vous ne devez retenir qu'une seule chose de tout ceci, un inventaire physique, ça ne s'improvise pas, ça doit se préparer, à l'avance bien sûr. Alors il y a un autre phénomène dont il faut avoir connaissance, enfin être préparé à affronter le problème, c'est si la date d'inventaire physique n'est pas exactement la date de clôture, comment doit-on corriger? Alors c'est quand même assez classique. Normalement, la date d'inventaire physique se fait quelques jours avant. On ne peut pas forcément le 31 décembre, pile poil, effectuer l'inventaire, encore que certains quand même s'efforcent de le faire. Comment corriger? C'est différent selon qu'on a un inventaire informatique ou pas, bien entendu. Premier cas, l'inventaire a eu lieu avant la date de clôture, donc on a une date d'inventaire ici en rouge, DI, et une date de clôture un peu postérieure, DC. Eh bien, on va prendre le stock à la date de clôture sera le stock inventorié, dont il faudra retirer les sorties intervenant entre la date d'inventaire et la date de clôture, et en l'augmentant des entrées également entre cette date d'inventaire et cette date de clôture. C'est
presque la palissade, mais bon. S'il s'agit de marchandises et qu'on ne connaît pas le prix d'achat des marchandises, alors si il s'agit évidemment d'une correction approximative et qui n'est possible que si les montants en cause ne sont pas très importants, eh bien on peut utiliser pour calculer, pour connaître les sorties, on peut utiliser les ventes et en déduire la marge théorique. Effectivement, de cette façon-là, on a les sorties. Si au contraire la date d'inventaire est postérieure, eh bien vous avez compris que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il faudra augmenter le stock, il faudra retirer en quelque sorte les sorties et les entrées, autrement dit, les sorties entre la date de clôture et la date de l'inventaire devront être ajoutées et les entrées, au contraire, devront être déduites. Et même remarque pour les marchandises. Essentiel, bien sûr, mettre en phase les livraisons et les factures, c'est à comptabiliser toutes les factures, soit les factures d'achat comme les factures de vente. Il faut qu'il y ait harmonisation entre la sortie et la facturation, et l'entrée et la facturation évidemment également. S'il y a décalage, eh bien on en revient à la correction dont nous avons parlé tout au début de ce module. On devra comptabiliser au passif les factures non parvenues et à l'actif les factures à établir, ou si au contraire il y a eu factures enregistrées et non livrées, charges constatées d'avance ou produits constatés d'avance. Alors remarquez qu'il y a toujours une autre possibilité lorsque la date d'inventaire pose des problèmes. Très souvent au 31 décembre, c'est un problème parce que le 31 décembre peut être une période forte si on vend des jouets par exemple, ou les choses qui rentrent dans les cadeaux de fin d'année. Eh bien, la solution pour ne pas se retrouver sur cette période-là, c'est tout simplement de changer la date de clôture. Même remarque d'ailleurs lorsque l'entreprise est appelée, surtout dans le vêtement, dans le textile, à procéder à des soldes, c'est-à-dire à se débarrasser des articles qui ne se vendent pas par des soldes, établir son bilan avant la période des soldes, c'est pas évident parce que, on va en parler, les prix de revient peut-être ne sont pas, les prix de vente risquent de se retrouver en dessous des prix de revient, mais que ce ne soit pas légalement possible. Et puis après, enfin juste avant les soldes, bien sûr, on a énormément de stock. Alors qu'après les soldes, ça peut être plus opportun. On s'est débarrassé du maximum de marchandises et les stocks sont au plus bas. La valorisation des stocks. La valorisation des stocks, le principe, c'est le prix de revient, puisque c'est le coût historique. Le principe de base, c'est les coûts historiques. Le coût historique, c'est le prix de revient. C'est celui qu'on a supporté pour les acheter, lorsqu'il s'agit de matières premières ou de marchandises, ou les fabriquer lorsqu'il s'agit de produits finis en cours ou de travaux en cours. Mais attention, comme pour tout actif, la valorisation nette des stocks ne peut excéder la valeur actuelle de ces stocks pour l'entreprise. Cela veut dire que dans le cas où elle l'excéderait, il faudrait constituer une provision pour ramener cette valeur nette à la valeur actuelle. S'il s'agit de marchandises, elles ne peuvent être valorisées au-dessus de leur valeur vénale diminuée des frais exposés pour les vendre.
Et s'il y a en stock des biens qui ne sont plus utilisables par l'entreprise, la valeur d'usage, ce sera la valeur vénale éventuellement à la casse. À l'extrême, ça pourrait être 0. Et c'est bien entendu 0 lorsque vous avez en stock un produit qui n'est plus consommable, un produit alimentaire ou un produit pharmaceutique qui n'est plus consommable. Donc cela peut comporter de grosses difficultés dans certains métiers, notamment dans la vente de vêtements. On sait qu'il devrait y avoir des soldes et on sait que certains ne se vendront pas. Une difficulté supplémentaire qui provient de l'administration fiscale et des preuves à lui fournir pour justifier la déduction de provisions. Ces provisions sont quelque chose que les contrôleurs fiscaux aiment bien contester. Les stocks peuvent comporter également des travaux, mais bien sûr, s'agissant de travaux, ils ne peuvent être qu'en cours, car s'ils étaient terminés, ils seraient facturables, donc ils seraient passés au poste client, comme on le disait tout à l'heure. Alors nous allons voir que concernant les travaux en cours, il y a une exception, leur valorisation en prix de vente est possible, et c'est même une option préférentielle, une méthode préférentielle, c'est-à-dire qui doit être privilégiée, notamment sur les contrats à long terme. Si vous faites une activité qui comporte des travaux durant plus d'une année, vous imaginez bien que la première année, si vous raisonnez en prix de revient, vous n'avez rien en chiffre d'affaires et surtout vous n'avez rien en marge, c'est-à-dire que tous vos frais généraux, tous vos frais fixes vont grever le résultat qui ne peut être que déficitaire. Donc méthode à l'avancement dont nous parlerons dans un petit instant. Donc, sauf cette exception, pour les travaux en cours, les stocks doivent être valorisés en prix de revient d'approvisionnement pour ce qui est acheté et prix de revient de production pour ce qui est fabriqué. Parlons d'abord des produits achetés. Quelle est la différence entre prix d'achat et prix de revient? Eh bien, la différence, c'est les prix de transport, par exemple, les droits de douane, ça c'est ce que j'imagine, mais il peut y avoir autre chose. Et en revanche, si on a obtenu des réductions, même des réductions pour paiement comptant, ce qu'on appelle des escomptes, ces réductions sont déduites pour la détermination du prix de revient. Sur quel document trouverons-nous le prix d'achat? Sur la grille tarifaire du fournisseur peut-être, mais encore faut-il que ce tarif corresponde à celui qui a été appliqué pour l'achat. Ou bien directement sur la facture, mais à condition de pouvoir identifier la facture. Alors vous allez me dire, mais comment serait-il possible de ne pas pouvoir identifier la facture? Ça correspond à un cas assez courant pour des marchandises, des matières premières ou des matières consommables courantes que l'on doit réapprovisionner avant d'être en rupture de stock. Fatalement, lorsque l'article est réapprovisionné, si on n'est pas encore en rupture de stock, c'est ce qui est tout de même le but, on a encore un stock, un reliquat d'achat précédent. Alors quelle importance allez-vous me dire? Le problème, c'est que entre les achats précédents et les achats présents, la différence de prix, c'est souvent d'ailleurs une augmentation, risque d'augmenter le stock de l'entreprise. Et si vous valorisez tout le stock de cet article au prix de la dernière facture, vous réévaluez les achats anciens qui ont été faits à un prix inférieur. Donc vous allez artificiellement gonfler le bénéfice de l'entreprise sans rien avoir fait. Le seul fait d'avoir acheté quelque chose de plus cher que ce que vous aviez va vous augmenter votre résultat. C'est ce qu'on ne veut pas. Prenons un exemple tout simple sur du fioul. Vous savez que le fioul, ça bouge beaucoup, les prix. Vous avez dans une citerne 1500 litres que vous avez payé 1350 €, soit 90 centimes de litre.
Vous en faites rentrer 2000 litres supplémentaires, sans en faire sortir préalablement, payez 2200 €, d'où 1,10 € le litre. Donc vous avez dans la cuve 3500 litres et vous avez en achat 3550 €. Si vous vous référez à la dernière facture, c'est-à-dire celle que vous avez payée, votre comburant, votre fuel, à 1,10 €. 1,10 € à 3500 litres, ça vous fait 3850 €. Donc vous allez enregistrer un bénéfice de 3850 moins 3550, 300 € sans avoir rien fait. Ce cas fréquent a été prévu dans les règles comptables et beaucoup connaissent au moins de nom les règles qui ont permis de traiter le problème. Deux méthodes autorisées pour valoriser des produits identiques achetés à des dates différentes. First in, first out, FIFO, ou PEPS, première entrée, première sortie, pour restons français, soit prix de revient moyen pondéré, PRMP. Prenons un exemple. Une fiche de stock. Le 15 mars, vous avez acheté 10 articles à 15 €, donc prix total 150 €. Le 20 avril, vous avez acheté 12 articles à 18 €, soit 216 €. Le 10 mai, 14 articles sortent et la question, enfin les deux questions d'ailleurs, c'est à quel prix vont-ils sortir et à quel prix va être évalué le stock. Première méthode, première entrée, première sortie, la méthode première entrée, première sortie. Les 14 articles vont être répartis entre les 10 achetés le 15 mars, c'est-à-dire je vais ponctionner les 10 du 15 mars, et les 4 supplémentaires vont être attribués, enfin ponctionnés sur les 12 du 20 avril. Donc ça va faire une évaluation de 10 à 15 €, et 4 à 18 €. Et il restera 8 à 18 €, forcément. Et donc les 14 vont être évalués à 222 € et les 8 à 144 à 18 €, donc 144 €. Donc je n'aurai absolument pas réévalué mon stock. J'aurais bien neutralisé l'achat fait le 20 avril par cette méthode-là. Deuxième méthode qui n'est pas tout à fait, et qui prend en compte quand même une partie du bénéfice, mais qui est admise. Pour évaluer le prix de sortie, on calcule le prix moyen. C'est-à-dire qu'on va totaliser les 150 et les 216 €. On va les diviser par 10 plus 12, 22 €, ce qui fait 16,64 € et non pas ni 15 ni 18, c'est un intermédiaire. Et je vais évaluer mes sorties à 16,64 € et bien entendu mes stocks à 16,64 €. Donc le prix moyen pondéré en période d'augmentation de prix, on est plus habitué aux augmentations qu'aux diminutions, le prix moyen pondéré minore le stock par rapport à la méthode FIFO. Alors si vous changez de méthode à un moment donné, c'est vrai pour tout changement de méthode, on doit en mesurer l'incidence en valeur absolue et appliquer les règles que nous verrons plus tard, le signaler en annexe, indiquer si évidemment c'est significatif, quelle est l'incidence sur le résultat. Dans le cas de stocks fabriqués, alors bien sûr les méthodes FIFO et PRMP peuvent trouver à s'appliquer également, mais c'est plus rare parce que le degré de précision n'est pas le même. Le prix de revient s'obtient normalement par l'addition des coûts de production, donc des coûts de revient des matières premières et des opérations de production.
le plus souvent, on a besoin d'une comptabilité analytique pour le déterminer. En fonction de leur type de production, les entreprises mettent au point leur méthode propre. Cela va du plus simple au plus compliqué. On peut aussi envisager une méthode pragmatique de soustraction lorsqu'elle est possible, elle n'est pas toujours, elle est même quand même relativement rarement possible, c'est-à-dire prendre le prix de vente et en déduire, diminuer la marge réelle, mais bien entendu, il faut connaître le pourcentage de marge. C'est davantage possible lorsque on est monoproduit, lorsque l'entreprise ne produit qu'un seul article. Évidemment, on peut considérer que la marge est la même pour toutes les mises en chantier. Dans les cas les plus simples, si on peut dire, il vaut peut-être mieux dire les moins complexes, parce que c'est toujours un peu complexe, on trouve les chantiers de bâtiments, s'ils sont évalués en prix de revient, mais on verra tout à l'heure qu'ils peuvent l'être en prix de vente. S'ils sont évalués en prix de revient, il suffit de séparer chaque chantier dans les comptes. Alors ça peut tout de même être compliqué, parce qu'il faut bien comptabiliser les approvisionnements de chaque chantier. Lorsqu'ils sont approvisionnés directement par les fournisseurs, c'est plus simple, c'est-à-dire qu'on demande aux fournisseurs de livrer le chantier et de faire une facture séparée pour chaque chantier. Mais pour des raisons pratiques, il y a souvent un stock commun. Pour ne pas tomber en panne, on a toujours du sable et des sacs de ciment en commun. Et dans ce cas, il faut mesurer les mouvements internes de matières premières entre le stockage et les chantiers, voire même quelquefois on prélève sur certains chantiers pour approvisionner d'autres. Ça devient compliqué. Il faut aussi comptabiliser les salaires par chantier. Lorsque l'entreprise effectue des mouvements de salariés entre ces chantiers, c'est compliqué à suivre. Bien sûr, pour faire ces répartitions, il faut calculer un coût global par salarié. C'est forcément un calcul approximatif parce qu'on ne maîtrise pas tout, ne serait-ce que les arrêts maladie. Il faut également répartir les coûts des gros matériels entre les chantiers, si on utilise des grues, des matériels de ce genre, il faut effectivement en tenir compte aussi. Vous pouvez imaginer que tout cela n'est pas d'une précision impeccable, mais selon les montants concernés, ça peut être suffisant. On trouve des cas extrêmement complexes. Moi, je me rappelle le cas d'une champignonnière à Saumur, fabrication de champignons de Paris. La complexité de ce type d'industrie, on va dire, vient du mode de récolte. L'incidence des stocks sur le résultat est relativement élevée du fait de la durée de fabrication. On fabrique du compost, ça dure à peu près une vingtaine de jours. On le pasteurise, 6 jours. On ensemence, on patiente plus d'1 mois, puis on cueille. Et on cueille plusieurs fois, et pendant plus d'1 mois aussi. Et la difficulté en matière de détermination du prix de revient réside dans le fait que les cueillettes successives sont de moins en moins productives, parce que la repousse des champignons est de moins en moins dense. Donc, le temps passé pour la même quantité cueillie augmente, donc coûte de plus en plus cher, jusqu'au moment où la cueillette, qui est une opération manuelle, coûterait plus cher que le prix de vente du champignon. Et donc, on arrête la production, on jette ce qui reste, et c'est fini. Chez mon client, la méthode de valorisation avait été tout de même mise au point par un brillant mathématicien diplômé de Polytechnique. C'est vous dire le niveau de difficulté. Bien sûr, le degré de précision est proportionnel à l'importance relative des stocks. Il ne faut pas perdre ça de vue. Il ne faut pas s'acharner sur de la précision quand vous avez des stocks de 3 000 €, évidemment. On peut même pratiquement ne pas faire d'inventaire. Oubliez ce que je viens de dire, mais c'est vrai que quand vous avez 1 000 € de petites pièces détachées et que vous avez à peu près toujours la même chose chaque année, ça ne changera pas la face du monde si vous sortez un chiffre d'un chapeau.
Et n'oubliez pas que si le prix de revient est supérieur à la valeur actuelle, on doit constater une provision pour dépréciation. La provision se constate par un compte 68, bien sûr. 68 17 3, vous reconnaissez encore le chiffre 3 pour les stocks, dotation dépréciation des stocks, par un compte 39 pour dépréciation des stocks. Et lorsque les stocks ont disparu, eh bien, la reprise de provision peut se faire, 39, par le 78 17 3, soit lorsqu'on constate la disparition des stocks, parce qu'ils ont été vendus par exemple, ou peut-être mis au rebut, soit la disparition de la perte de valeur possible. Ici, je n'ai envisagé que les cas où ces dépréciations résultent d'une gestion courante, 681, le 1 c'est exploitation, mais on peut imaginer évidemment qu'elles résultent d'une circonstance exceptionnelle, un incendie ou autre, et ce seront les comptes 687, 6 et 787, 6, et non plus les mêmes, que l'on va mouvementer. Alors parlons maintenant des travaux en cours, puisque je vous ai dit que c'était particulier, les travaux en cours pour lesquels deux méthodes sont possibles. Une méthode étant privilégiée surtout pour les contrats à long terme, c'est la méthode à l'avancement, c'est-à-dire un profit constaté en fin d'exercice au fur et à mesure des travaux, alors que la méthode à l'achèvement, c'est un profit constaté uniquement à la fin des travaux. Pour bien comprendre la différence entre ces deux méthodes, voici les courbes que suivent les prix de vente, les prix de revient et les valorisations d'encours dans les deux cas. Des courbes très schématiques qui supposent que tout est proportionnel au temps qui passe. À droite, vous avez la méthode à l'achèvement. Le prix de vente est supposé acquis linéairement, c'est la courbe rouge, c'est-à-dire proportionnellement au temps qui passe. Le prix de revient également, c'est la courbe qui est une droite, puisque j'ai supposé qu'elle était linéaire, c'est la droite bleue. Elle représente aussi la valorisation du produit, c'est-à-dire du travail en cours, au compte de résultat et au bilan. Et la surface comprise entre ces deux droites correspond à la marge, et on voit que le jour de l'achèvement des travaux, le compte de résultat enregistre la totalité de la marge d'un seul coup. Si l'exercice est clôturé juste avant l'achèvement, la marge du chantier ne sera pas comptabilisée. Inversement, si l'exercice est clôturé après l'achèvement, la marge du chantier, non, j'ai dit l'inverse, hein. Si l'exercice est clôturé avant l'achèvement, la marge du chantier sera entièrement comptabilisée au cours de l'exercice, et inversement, si on attend le lendemain de la clôture des comptes pour l'achèvement, eh bien, il n'y aura pas un centime de marge qui sera comptabilisé. À gauche, vous voyez un peu le travers de la méthode quelque part. C'est en fonction de la date de l'achèvement des travaux que tout peut basculer dans un sens ou dans l'autre si la marge est importante. À gauche, vous avez la méthode à l'avancement. Au contraire, la constatation du produit se fait au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Alors, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Avantage de la méthode à l'avancement, c'est le gros avantage, le résultat est plus fidèle à la réalité économique. C'est, je dirais, la raison d'être de la méthode à l'avancement. Enregistrement au rythme de la production.
Point négatif pour le chef d'entreprise qui ne veut pas payer d'impôts, qui veut payer le plus tard possible. La marge est fiscalisée plus tôt. Et aussi, deuxième inconvénient, le risque de comptabiliser un produit supérieur à ce qu'il est, le risque d'erreur d'appréciation de la marge. Alors clairement, cette méthode, on va le voir, le risque, c'est de se tromper évidemment sur cette marge, parce que tant qu'on n'a pas terminé le chantier, on ne connaît pas vraiment de façon réelle la marge. La méthode à l'achèvement, avantage, la marge elle est fiscalisée plus tard sur le plan fiscal, c'est pas mal, et donc pas de risque de surestimation de la marge, on est plus dans le principe de prudence. Par contre, ça ne reflète pas la réalité économique, ça crée des à-coups dans les résultats, l'enregistrement du bénéfice se fait au rythme des réceptions de chantier. Alors, pour illustrer le travers de la méthode à l'achèvement, je me rappelle le cas d'un de mes clients dont les chantiers étaient assez longs et consistaient à installer des chaînes de fabrication pour des industries, notamment automobiles. Lorsqu'il me disait que tel ou tel gros chantier ne serait réceptionné que début janvier, je pouvais être sûr que c'était bon signe. Cela voulait dire qu'il avait assez engrangé de bénéfices sur l'année en cours et qu'il comptait en différer une partie sur l'année suivante, pour différer l'impôt bien sûr. Par contre, lorsqu'il se précipitait pour réceptionner un chantier en décembre, c'était à coup sûr l'inverse, il avait besoin de comptabiliser des profits complémentaires sur l'année pour équilibrer ses comptes. Mais le principal travers de la méthode à l'avancement, c'est de risquer de comptabiliser des profits que l'on n'aura pas. La méthode à l'avancement fait forcément appel à des prévisions de marge, surtout lorsque les travaux ne sont pas standards, on se trompe facilement sur le taux de marge, notamment lorsqu'il y a une obligation de performance dans une installation. On ne connaît la performance réellement qu'en fin de chantier, lorsqu'on procède aux essais. Et je me rappelle un chantier d'installation de chaînes de peinture chez un constructeur automobile. Ce chantier devait durer quelques mois. Plusieurs années après, je le voyais toujours dans les travaux en cours, parce que la cadence que devait atteindre contractuellement la chaîne n'était toujours pas atteinte. Bien entendu, la marge attendue avait fondu comme neige au soleil, c'était devenu le chantier déficitaire et fortement déficitaire de l'entreprise. Le mode de comptabilisation est différent selon que l'on soit dans la méthode à l'avancement ou dans la méthode à l'achèvement. Dans la méthode à l'avancement, on évalue le travail en cours en prix de vente, c'est-à-dire au prix auquel on le vend au client. Par conséquent, c'est un sous-compte client et non un compte de stock que l'on comptabilise le travail en cours. Compte 41 418.1, client facture à établir. Et la contrepartie est un compte de production vendu, 70, et non un compte de production stocké. Et bien sûr, l'opération en compte client est comptabilisée, TVA incluse, et la TVA dans un sous-compte de TVA sur facture à établir. Je vous ai expliqué pourquoi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est pour que tout le compte client soit présenté TTC, afin qu'il n'y ait pas de distorsion de valeur selon le volume figurant en facture à établir et en facture établie. Ceci pour les analystes financiers. Alors par contre, pour la méthode à l'achèvement, on l'a vu tout à l'heure, c'est le cas classique, enregistrement en stock à l'actif du bilan et en variation de stock, production stockée, au crédit du compte de résultat, et tout cela, bien sûr, hors TVA. Mais pour opter pour la méthode à l'avancement, c'est quand même une option, il y a des conditions à satisfaire, même si la méthode est préférentielle, il faut que certaines conditions soient satisfaites, il y en a une dizaine. Je vous laisse le soin d'en découvrir le détail dans votre documentation préférée. Je vous cite que les conditions principales. On comprend bien que
Sans le respect de ces conditions, le principe général de prudence pourrait ne pas être respecté. Alors le premier, tu ne l'as pas dit ça, il faut que les travaux soient acceptés par le client, c'est le minimum, sinon il risque de ne pas payer. Il faut que les travaux soient évaluables en fin d'exercice avec une certaine fiabilité, et à la fois en chiffre d'affaires et en coût, parce qu'il faut quand même vérifier si le coût n'est pas supérieur au chiffre d'affaires, et qu'il existe des documents comptables prévisionnels permettant d'étayer cette fiabilité. Le degré d'avancement est en général mesuré en fonction des coûts engagés, c'est la méthode classique, mais elle peut être aussi mesurée en fonction de critères physiques, notamment dans le bâtiment. Le pourcentage d'avancement est certifié par un professionnel indépendant et ce pourcentage déclenche d'ailleurs aussi les appels de fonds de l'entreprise vis-à-vis de son client. C'est le degré de fiabilité qui doit déterminer si la méthode à l'avancement est applicable. Si elle ne peut pas être satisfaite, eh bien dans ces cas-là, on ne comptabilise que des coûts, c'est-à-dire qu'on applique la méthode à la chaîne. Mais tous les chantiers ne sont pas forcément bénéficiaires. Que fait-on lorsqu'on sait qu'un chantier sera déficitaire? Mais le sait-on déjà, assurément. La question que l'on doit se poser, c'est est-ce que le résultat du chantier est estimable de façon raisonnable? Sinon, on ne constitue pas de provision parce qu'on ne connaît pas le montant réel on ne peut pas prévoir le résultat du chantier. Et si on ne constitue pas de provision et qu'il y a des signes de perte, des possibilités de perte sur ce chantier, on doit mentionner l'existence et la nature du risque dans l'annexe, sans pouvoir comptabiliser quoi que ce soit. Si oui, par contre, on va constituer une provision pour le montant de la perte la plus probable, ou, à défaut, la plus faible, et on mentionne le risque additionnel en annexe, c'est-à-dire le risque pouvant excéder la provision la plus faible que l'on a constituée. On se contentera de provisionner la marge négative pour des contrats d'importance marginale, c'est-à-dire peu important. Mais pour des contrats plus importants, il faudra y ajouter les coûts indirects, actuels et futurs. Si le terme coût indirect ne vous évoque rien, remplacez le mot indirect par le mot commun. Les coûts indirects, ce sont les coûts communs qui n'affectent pas directement une opération, mais qui l'affectent indirectement parce qu'ils sont communs à plusieurs opérations, dont le contrat dont il est question. Cette provision des coûts indirects n'est pas fiscalement déductible. Elle doit donc faire l'objet d'une réintégration. Comment comptabiliser cette perte? Dans le cas de l'avancement, de la méthode de l'avancement, cette perte est prise en compte dans le chiffre d'affaires, la comptabilisation du chiffre d'affaires. Elle est prise en compte, mais uniquement jusqu'à la fin de l'exercice, bien sûr. Dans la méthode à l'achèvement, on en a déjà parlé, par le biais d'une provision, d'une écriture de provision classique. Par contre, pour les exercices suivants, provision non déductible fiscalement, on va devoir également le provisionner parce que même si cette perte n'est pas encore faite, n'est pas encore constatée dans les chiffres, elle trouve son origine dans les opérations de l'exercice en cours, enfin qui vient d'être clôturé, ou même d'exercice précédent. On ne peut pas provisionner, on ne peut pas constituer de provision
lorsque l'origine de la perte est née au cours de l'exercice suivant. Mais ici, on parle d'un contrat en cours à la clôture de l'exercice. Donc la perte est déjà dans les tuyaux quelque part. Alors ces provisions ne sont pas déductibles fiscalement, ce sont des provisions d'ailleurs pour risques et charges, puisque les stocks en question ne sont pas encore au bilan, qui se comptabilisent donc au passif. 685, c'est la même écriture qu'on soit en méthode à l'avancement ou en méthode à l'achèvement. Le compte dotation provision pour risques et charges débité, et au passif le compte de provision pour perte sur contrat 151,6. Une remarque pour la valorisation, une remarque sympathique. Alors, mon schéma paraît peut-être déjà un peu compliqué, non, il n'est pas compliqué du tout. On a vu que dans la méthode à l'avancement, le risque d'erreur provient d'une mauvaise appréciation de la rentabilité du chantier du fait qu'on n'en connaît pas le dénouement après la date de clôture. Mais en pratique, lorsque la durée des travaux n'est pas trop longue, bien, il est fréquent que les travaux soient terminés lorsqu'on arrête les comptes. Si, ici, dans la partie rouge, j'arrête les comptes après la livraison du travail. Mais j'ai plus de souris, la livraison du travail est intervenue avec la date de clôture est ici, en bleu. La livraison du travail est intervenue après la date de clôture, mais avant qu'on établisse les comptes. Donc, dans ce cas-là, bien entendu, on a tous les éléments pour avoir la connaissance de la marge réalisée par le chantier. Par contre, dans un cas évidemment un peu moins favorable, la date du jour où on arrête les comptes est postérieure à la date de clôture, mais légèrement antérieure à la livraison du travail, donc la visibilité n'est pas totale. Ce que je veux vous montrer, c'est que finalement, l'inconnue, elle n'est pas très importante. Elle est, enfin pour des chantiers de durée moyenne, c'est seulement, on connaît toutes les charges qui sont intervenues entre la date de clôture et la date où on arrête les comptes. Ce qu'on ne connaît pas, c'est évidemment ce qui se passera après les travaux d'arrêter les comptes. Quelques exemples ne seront utiles. Premier exemple, un chantier à marge bénéficiaire. Alors peut-être est-il, quand je dis marge bénéficiaire, c'est le chantier qui dégage une marge bénéficiaire. Peut-être n'est-il pas assez bénéficiaire pour couvrir sa quote-part des charges fixes de l'entreprise. Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, il ne perd pas, si on le prend tout seul, on ne perd pas d'argent avec ce chantier. Alors, on a un devis de 15 000 € et une réalisation du chantier qui est prévue entre le 15 novembre 2024 et le 30 avril 2025. Et bien sûr, on arrête un bilan au 31 décembre, donc entre les deux. Évidemment, plus le chantier est avancé, moins on a d'aléas, on l'a dit, la prévision est plus précise. On constate les charges suivantes. Au 31 décembre, jusqu'au 31 décembre, on a consommé 1 200 € de matières premières, 500 € de sous-traitance et de la main-d'œuvre pour 3 400 € avec toutes les charges qui viennent grever la main-d'œuvre. Donc au total, un prix de revient de 5 100 €. Si on est à l'achèvement, c'est ça qu'on va avoir au bilan. Pour terminer le chantier, on prévoit les charges suivantes. Donc on va actualiser quelque part l'étude de prix qui a été faite au moment de faire le devis et on va prolonger le chantier jusqu'à sa fin et on va établir que pour le terminer, il nous faut encore 2 100 € de matières premières, 1 400 € de sous-traitance et 900 € de main-d'œuvre. Globalement, 4 400. Donc mon chantier doit
doit appliquer 9 500 € de charge. D'où une marge bénéficiaire de 15 000 moins 9 500 égale 5 500. Si donc je pratique la méthode à l'achèvement, je vais constater un stock de 5 100 €. À l'avancement, je vais prendre une partie de la marge et je vais la prendre au prorata des charges exposées en 2024 par rapport au total des charges de 9 500. C'est-à-dire, je vais faire une règle de 3. Je vais prendre le chiffre d'affaires de 15 000 € multiplié par 5 100 divisé par 9 500 égale 8 053 €. Voilà pour un chantier bénéficiaire tout bête. Maintenant, un chantier déficitaire. Alors, oui, peut-être d'abord au bilan, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est un peu une redite par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Les 5 100 € vont se retrouver ici. Alors que dans la méthode à l'avancement, on aura 9 664 qui comprennent 1611 de TVA, donc 8 053 hors taxe, et en production vendue 8 053, donc les 9 664 étant évidemment au poste client et non pas au poste stock. Un chantier à marge déficitaire. Je prends le même devis, 15 000 €, mais je constate des charges différentes, 8 800 sur 2024, 7 100 sur 2025, ça fait un total de 15 000 €, 15 900 €, d'où une marge déficitaire de 15 900 moins 15 000 égale 900. Méthode à l'achèvement. Ma méthode à l'achèvement, le travail en cours, c'est toujours 8 800, mais j'ai des pertes sur ces encours, et donc je dois constater ces pertes par une provision, plutôt deux provisions. Une provision pour les pertes faites en 2024 et une provision pour les pertes que je ferai, que j'ai prévu de faire en 2025. La provision pour pertes en 2024, ce sont les 900 €, mais au prorata des charges totales, c'est-à-dire multiplié par 8 800 divisé par 15 900, ça ferait 498 €. Et pour la perte future, c'est le complément aux 900 €, 402 €, c'est-à-dire 900 multiplié par les 7 100 de charges 2025 divisé par 15 900 de charges totales. Et on distingue les deux parce que, d'une part, les 498 vont affecter le stock, c'est-à-dire que j'aurai au bilan à l'actif la ligne stock 8800 en brut, moins sur la colonne centrale des provisions et des amortissements 498, et la différence en stock valeur nette. La provision pour perte future sera passée en compte 15 au passif du bilan. Et pour la méthode à l'avancement, je constate le prorata des 15 000 par rapport aux charges, 15 000 multiplié par 8 800 divisé par 15 900 égale 8 302. Dans ces 8 302, j'ai déjà pris en compte 8 302 moins 8 800, 498 € de perte. Donc je n'ai pas besoin de provisionner la perte de 2024, elle se trouve dans en quelque sorte le chiffre d'affaires que j'ai pris en compte. Par contre, j'ai toujours la provision pour perte future qui est bien la même, non déductible fiscalement, 402 €. Voilà, nous en resterons là pour les stocks. Évidemment, le sujet n'est sûrement pas épuisé. Je suis resté dans les généralités avec quelques spécificités tout de même. Le mémato Francis Lefebvre, comptable, y consacre presque une centaine de pages. Je vous laisse creuser le sujet, comme les autres d'ailleurs, en fonction de vos besoins ou de vos goûts.